Parisien, parisien, titi, parisien, parisien, parisien. Dobrý den, bonjour. Et oui, on part à Paris aujourd'hui exceptionnellement. Rencontre avec le plus parisien des ambassadeurs tchèques, j'ai nommé Michal Fleischmann, ou Michel Fleischmann, vous l'entendrez plus tard. Il dirige depuis environ un an la représentation diplomatique de la Tchéquie dans la capitale française, où il a passé une bonne partie de sa jeunesse. Son père, Ivo Fleischmann, était poète et diplomate, lui-même en poste à Paris pendant plusieurs années, avant d'être le premier à faire défection après l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968. Rentré après 1989 à Prague, où il a représenté le groupe français Lagardère, Michal Fleischmann est revenu l'année dernière à Paris pour prendre ses quartiers dans cet immeuble particulier proche de la Tour Eiffel qu'il connaissait plutôt bien. Entretien. Bonjour, Monsieur Fleischmann. Bonjour. Vous êtes plutôt Michel Fleischmann ou Michal Fleischmann ici? Je suis Michal Fleischmann, ambassadeur de la République tchèque en France. Donc Michal, cela dit, mes amis et mes intimes m'appellent toujours Michel ou Michal comme ils veulent. Ça m'est égal. Mais officiellement, je suis bien sûr Michal Fleischmann. J'ai cru remarquer que quand vous étiez à Prague, vous étiez plutôt Michel, et quand vous êtes à Paris, vous êtes plutôt Michal. À l'époque, je représentais une société privée française, donc j'étais plutôt Michel, à quoi je suis plus habitué que Michal. En plus, en français, Michal, c'est un peu compliqué parce que les Français n'ont pas le re. Donc, de temps en temps, je les calme et je dis à mes interlocuteurs, amis diplomates ou autres fonctionnaires, qu'il ne faut pas qu'ils se gênent et qu'ils m'appellent Michel s'ils veulent, mais officiellement je suis Michal. Merci de nous recevoir ici, dans l'ambassade tchèque à Paris. Qu'est-ce que ça vous a fait de revenir ici en tant qu'ambassadeur? Pour moi, c'était première chose, c'était comme un retour sur ses origines, puisque mon père était déjà employé de cette ambassade comme conseiller culturel et avant attaché culturel bien avant. Et donc, à un moment donné de ma vie, j'ai vécu dans cette ambassade. Je la connaissais comme un jeune garçon, donc je connaissais tous les recoins. Donc c'était un retour un peu aux sources, c'était un retour sur les choses. Donc je venais sur un terrain que je connaissais. Qu'est-ce qui avait changé? Il y a beaucoup de choses qui ont quand même changé. Cette maison, cette magnifique maison qui a été achetée par la Tchécoslovaquie dans les années 20, après la Première Guerre mondiale, et qui est la plus ancienne ambassade tchécoslovaque au monde. C'était acheté par le nouveau gouvernement tchécoslovaque d'après-guerre à Madame de la Rochefoucauld, princesse de Ligne, dont c'était le lieu d'habitation pour l'hiver. Il y a beaucoup de cheminées ici et on pouvait chauffer cette maison. Ça a été restauré de manière absolument magnifique, mais ça a donc changé par rapport au moment où moi je l'ai connu. Par exemple, la cave où il y avait l'alcool qui m'intéressait à l'époque de ma jeunesse, c'est aujourd'hui des cuisines. Donc l'escalier où je cachais la clé de la porte de la cave, cet escalier n'existe plus. Donc il y a eu des changements, vous voyez, mais d'autre part ça a été restauré de manière magnifique et puis surtout on a ajouté un étage où il y a une formidable terrasse et comme on est à peu près à 200-300 mètres de la Tour Eiffel, cette terrasse donne directement sur la Vieille Dame, ce qui est formidable. Votre père a été le premier diplomate tchécoslovaque à faire défection après l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. Vous vous souvenez du moment où vous avez dû quitter le bâtiment? Je m'en souviens, sauf que je n'étais pas là. Moi, j'étais lycéen au lycée Alphonse Daudet de Nîmes, dans la section tchécoslovaque de l'époque. Par contre, bien sûr, mon frère était présent
et m'a souvent raconté comment ils ont quitté l'appartement de l'ambassade, qui n'était pas l'ambassade, de manière très discrète. C'était pas dans ce bâtiment, c'était ailleurs. C'était pas dans ce bâtiment-là, c'était rue Fondary, dans le 15e arrondissement, à quelques pas d'ici. Par contre, ce qui est amusant dans cette histoire, amusant parce qu'il faut prendre ça avec le sourire, sinon ça serait trop triste. C'était quelques semaines après que mon père a fait défection, ce qui a fait énormément de bruit, bien sûr. Il y a eu un dîner chez des amis de mes parents, où assistait aussi une amie de mes parents, Simone Signoret et Yves Montand. Et elle a demandé justement à papa comment il est parti de l'ambassade, donc il a raconté la vérité, que ça s'est fait très discrètement, avec une lettre où papa a dit qu'il fait défection. Simone Signoret s'est fâché contre papa en lui disant « Mais Ivo, t'aurais dû aller à l'ambassade, réunir l'ensemble des employés de l'ambassade, leur dire leurs 4 vérités et après s'en aller. » Et papa lui disait « Oui, c'est comme dans un film. » Je leur dis après, je cours dans les couloirs de l'ambassade, je saute de l'ambassade, je saute dans la voiture que conduit Pierre, mon frère, et on s'en va. Et Simone n'était pas tellement contente de cette réaction de papa, mais elle avait son monde à elle. Vous étiez à Nîmes, vous l'apprenez, vous revenez à Paris ? Oui, je reviens à Paris et ma mère m'accueille à la gare. Et m'annonce qu'on reste en France. C'était un moment très très dur. Vous étiez mineur à l'époque, votre frère Peter était déjà majeur. Ça a joué un rôle dans les formalités et les sanctions ? Ça a joué bien sûr un rôle. Moi j'étais mineur à quelques semaines de ma majorité, donc je suis quelqu'un qui a été amené de force en émigration. Donc je n'ai pas été poursuivi par l'État tchécoslovaque. Mon frère, par contre, a été condamné à 1 an de prison pour ne s'être pas présenté au service militaire. Ma mère, je crois qu'elle a eu 1 an et demi, et papa 2 ans et demi ou 3 ans et demi, je me souviens plus, pour défection et trahison de l'État tchécoslovaque socialiste, ce qui bien sûr a été annulé après 89. Est-ce que ça a changé des choses pour récupérer, ou en fait vous n'avez jamais perdu la citoyenneté, vous, alors que le reste de votre famille, oui ? Moi, je l'ai jamais perdu parce que je l'ai jamais acquise. À l'âge de 18 ans, je l'ai jamais acquise. Donc, moi, elle m'a été donnée d'office après 89, automatiquement. Et bien sûr, la nationalité qui a été retirée à papa, maman et à mon frère leur a été rendue. Donc, nous avons tous la double nationalité. C'est un sentiment particulier de revenir ici, dans la ville où vous avez passé votre adolescence et le début de votre vie d'adulte en tant qu'ambassadeur de la République tchèque ? Je suis un Parisien. Je suis un Pragois. Je suis un Parisien. Ma vie parisienne, je dois dire, ne se passait pas souvent du côté de l'ambassade tchécoslovaque, à moins d'aller visiter avec des amis à la Tour Eiffel, ou bien d'aller manifester contre les exactions de l'État tchécoslovaque envers Havel et d'autres dissidents, faire des manifestations devant l'ambassade. Sinon, dans ce quartier-là, je venais pas très très souvent, j'étais beaucoup plus au quartier latin ou d'autres quartiers qui étaient beaucoup plus appropriés à ce que je faisais à l'époque. Donc des études avant tout. Ou bien j'ai travaillé pendant 10 ans quand même à Radio France, qui est un peu de l'autre côté du pont, pas loin d'ici. Mais ici, du côté de l'ambassade, vraiment, c'était des visites occasionnelles. Donc je redécouvre un tout petit peu ce quartier, qui en ce moment est assez sympathique dans le sens où, grâce au Covid, il n'y a pas beaucoup de touristes. Sinon, c'est effectivement un quartier, surtout autour de la Tour Eiffel, où vraiment il y a des hordes de touristes qui passent devant l'ambassade et qui créent énormément de passages. Pendant le Covid, c'était assez intéressant. Tout le Champ de Mars, vide, était magnifique.
Ce qui était étonnant, c'était le retour des oiseaux. En quelques semaines, le Champ de Mars était plein d'oiseaux. Il y avait des canards, il y avait des lapins, tout ce que vous voulez. Maintenant, ça y est, la vie reprend un tout petit peu son cours et les touristes reviennent. C'est une frustration de commencer dans la diplomatie avec la pandémie? C'était une frustration, c'était une surprise. Bien sûr, personne ne s'y attendait. Je suis arrivé le 15 janvier et début février, ça a commencé. Donc, j'ai eu peu de temps d'une vie normale d'ambassadeur. Et cela en plus, seulement en arrivant. Donc, j'ai pu faire le tour de quelques collègues, me présenter bien sûr au niveau du gouvernement français et du ministère des Affaires étrangères en particulier. Mais après, c'était un peu compliqué. Je me retrouvais dans une situation plutôt de chef de gare qu'autre chose, puisqu'il y avait quand même énormément de gens qui voulaient rentrer, de citoyens tchèques qui voulaient rentrer chez eux à la maison. En plus, il y avait tous ceux qui rentraient du monde entier, qui passaient par Paris en avion. Donc, fallait s'occuper de tous ces gens-là, organiser les départs d'autobus, loger ces gens-là, etc., etc. Et en fin de compte, on s'est occupé de plus de 600 à 700 personnes, ce qui était quand même assez énorme. Je dois dire que c'était particulier, je m'y attendais pas. L'expérience des médias, de ce point de vue-là, d'organisation d'une entreprise privée, ça m'a plutôt aidé, je dois dire, parce que c'était une situation de crise et dans le secteur privé, on est toujours en situation de crise. Donc ça allait bien. Il y a eu un boulot énorme fait par le consulat ici. Il y a eu un énorme travail fait à l'ambassade française à Prague, avec laquelle on était tout le temps en correspondance et on s'organisait ensemble. On a une aide énorme et un bon contact avec le centre de repatriement ici à Paris. Et on a réussi à faire tourner, je ne sais pas, des dizaines et des dizaines d'autobus. En plus, on est allé chercher souvent des gens avec nos voitures et nos camionnettes. On est allé chercher des gens qui n'avaient pas la possibilité de venir sur Paris. Donc on est dans tous les coins de France. C'était géré d'une manière très très professionnelle. La diplomatie a maintenant repris son cours à peu près normal? À peu près normal, cela dit, elle n'a jamais cessé. Elle n'a jamais cessé au niveau du gouvernement français, du ministère des Affaires étrangères. Rien ne s'est arrêté. Cela fonctionnait dans des conditions particulières, mais ça fonctionnait. Donc les réunions continuaient. C'était pas des réunions à beaucoup de personnes, mais on était beaucoup moins. Mais n'empêche qu'on a continué à fonctionner. Les relations se poursuivaient normalement. Ce qui ne se faisait pas, c'était les réceptions, des dîners de gala, des manifestations culturelles d'une plus grosse amplitude. Pas de Ferrero Rocher? Pas de Ferrero Rocher et d'autres. Mais cela dit, ça a continué tout à fait normalement et on a pu travailler et avancer vers ce qui est un tout petit peu le but de nous tous aujourd'hui, c'est du côté français de la présidence du Conseil de l'Union européenne dans la première moitié 2022 et après la nôtre à partir de juillet 2022. Alors, outre des réunions, est-ce que ça veut dire des échanges de diplomates? Il y aura normalement 3 diplomates français au niveau du ministère des Affaires étrangères du gouvernement tchèque à Prague, et nous avons ici un diplomate qui va être au ministère des Affaires étrangères français. Donc il y a ces échanges-là. J'espère que j'aurai ici aussi un diplomate pour nous aider pour la présidence l'année prochaine, qui est encore à nommer. Donc normalement tout ça s'est mis en place. Et dans quelle mesure est-ce que c'est quand même compliqué par les échéances électorales en France et en Tchéquie?
Pour ce qui est des élections parlementaires en octobre, on n'en discute pas beaucoup. C'est une chose qui reste en dehors du débat entre guillemets diplomatique. Et on attendra le résultat et on verra comment les élections vont se terminer. Ça n'a aucune incidence sur la préparation de la présidence tchèque de l'Union européenne. Aucune incidence pour l'instant. En ce qui concerne du côté français, c'est vrai que la présidence française va être un tout petit peu particulière, puisque les élections présidentielles françaises auront lieu fin avril. Deuxième tour fin avril, premier tour, deuxième tour, et donc le nouveau président ou présidente devrait rentrer en fonction dès l'élection, donc début mai. Et comme il y a une clause de distance avant les élections pour que les membres du gouvernement français, voire le président du président français, n'influencent pas les élections de par la présidence de l'Union européenne, par la France, il y a une période de réserve qui dure, on ne sait pas très bien combien de temps. Ce n'est pas spécifié dans les écrits, mais on pense que ça va être au moins 15 jours, 3 semaines. Donc la présidence française, qui normalement doit commencer le 1er janvier 2022 et se terminer au 30 juin 2022, aura lieu le janvier, février et mars. En avril, il y a déjà la période de réserve, et après l'élection, il y aura encore quand même le mois de mai, de juin pour la terminer. Donc, les réunions prévues par l'organisation française de la présidence doivent faire entrer quelque chose comme 320 réunions en l'espace de 3 mois. Donc il y aura pression. Il y aura pression et ça va être très intéressant à suivre. Et je dois dire que du côté français, nous sommes bien sûr conviés à des réunions de préparation de manière organisation. Nous sommes bien sûr pas invités au niveau du contenu, mais c'est assez passionnant à suivre et cette manière très française d'organiser les choses, où les choses sont dites toujours à demi-mot, néanmoins ça compte. Mais c'est un exemple. Il n'y a pas d'exemple, mais c'est passionnant de voir comment c'est organisé, comment les flous, on les laisse dans le flou et pourtant on sait très bien que ça marchera. Et c'est vraiment quelque chose de totalement différent de ce qu'on peut connaître en République tchèque, où toutes les choses doivent être dites, écrites, et on les suit. Ici, on sait que ça marchera, on sait que c'est bien organisé, même s'il y a des flous. Et c'est passionnant, c'est passionnant. C'est plutôt un avantage pour vous de connaître un peu ce mode de fonctionnement. Pour moi, ça c'est l'avantage d'avoir vécu en France aussi longtemps, c'est que je comprends parfaitement ce système de pensée et qu'il ne faut pas s'inquiéter, surtout qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'on sait que ça marchera, parce que tout simplement il y a une structure très claire et très ferme à l'intérieur de tout cela. Il y a une colonne vertébrale qui est déclarée, dite, au niveau organisation, parfaitement maîtrisée, et puis les flous, ce sont que des aléas de la vie, et de toute façon, même si vous écrivez tout, et vous avez tout par écrit bien ordonné, les aléas vont quand même vous changer les choses. Michal Fleischmann, ambassadeur tchèque à Paris, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi.